Bonjour à toutes et à tous. Nous avons précédemment défini ce qu'est la mondialisation. Or, l'essor de la mondialisation a été rendu possible grâce aux progrès techniques et technologiques dans le domaine des transports. De fait, aujourd'hui, les flux de marchandises sont à 70% des flux de produits manufacturés. Mais surtout, 85% du commerce mondial est assuré par le transport maritime. Ce qui signifie que 85% de ce que nous consommons a transité par la mer. C'est pourquoi nous nous pencherons ici sur l'étude du transport maritime et plus spécifiquement de ce qu'on appelle la maritimisation. Alors, qu'est-ce que la maritimisation? Eh bien, on peut définir la maritimisation comme étant le processus d'accroissement des échanges internationaux par les voies maritimes. Cette maritimisation débute avec l'invention en 1956 des conteneurs et par conséquent la multiplication des porte-conteneurs. Alors, qu'est-ce qu'un conteneur? Le conteneur est une boîte pouvant transporter toutes sortes de marchandises, y compris des produits frais, et dont les dimensions sont standards. Le conteneur peut être facilement empilé, permettant ainsi un stockage maximal. Il peut aussi passer d'un mode de transport à un autre. Il est ainsi utilisé pour la manutention, le stockage et le transport de matières. Ceci a par conséquent multiplié la construction de porte-conteneurs, jouant un rôle essentiel dans le transport de marchandises. En effet, 85% du commerce de marchandises repose aujourd'hui sur les porte-conteneurs, contre 9% pour la route, 5% pour le train et 1% pour l'avion. Sans doute les vêtements que vous portez ou le téléphone portable qui se trouve dans votre poche ont-ils voyagé sur un porte-conteneur depuis l'Asie jusqu'à chez vous. Ce mode de transport représente 3 avantages. Tout d'abord, il est le moins coûteux. Ensuite, il permet le transport de très grandes quantités de marchandises et de toutes sortes. Enfin, les voies maritimes sont régulières de jour comme de nuit. Pour cela, on met en service des navires de plus en plus imposants. Par exemple, le plus grand porte-conteneur français, le 3e au monde, le Saint-Exupéry, est plus long que 4 terrains de football et plus grand que la Tour Eiffel. La capacité de transport de ce porte-conteneur représente l'équivalent de 18 000 wagons de train ou de 1000 Airbus 380, ce qui correspond finalement à 21 000 conteneurs. Alors, transporter un grand volume de marchandises d'un coup permet de faire des économies d'échelle et donc de proposer un prix faible. C'est le principal avantage du navire sur les autres modes de transport. Ainsi, pour une télévision à 1000 $, transportée entre la Chine et l'Europe, seuls 10 $ correspondent au coût du transport. De fait, 90% des échanges de marchandises s'effectuent par transport maritime. Mais les porte-conteneurs étant de plus en plus nombreux et de plus en plus gigantesques, les plus grands ports du monde doivent s'adapter en permanence. Depuis quelques années, c'est l'Asie du Sud-Est et de l'Est qui domine le classement des ports mondiaux. 15 des 20 premiers ports à conteneurs sont asiatiques, dont 9 sont chinois. Cette façade maritime asiatique bénéficie de sa position de carrefour entre l'océan Pacifique et l'océan Indien, et de la très forte croissance des échanges avec les deux autres pôles du commerce international, à savoir les États-Unis et l'Union européenne. C'est donc entre ces trois pôles de la triade que se concentrent les plus importants trafics de conteneurs et les plus grands ports du monde. La Chine a particulièrement compris l'intérêt de maîtriser cet espace maritime en se dotant de grands ports modernes, capables de capter les flux de l'économie mondiale, car ce sont les grands ports qui déterminent aujourd'hui les espaces de puissance. Ainsi, Shanghai, en Chine, est le premier port mondial. Au total, c'est 650 millions de tonnes qui transitent par Shanghai chaque année. Néanmoins, nous pouvons citer d'autres ports d'envergure mondiale sur d'autres espaces, comme le port de Rotterdam en Europe, aux Pays-Bas, ou le port de Los Angeles en Amérique du Nord, aux États-Unis. Par conséquent, il existe 3 grandes façades maritimes au niveau mondial, à savoir l'Asie de l'Est, l'Europe occidentale et les 2 façades des États-Unis. Mais sur d'autres continents, Amérique du Sud ou Afrique, certaines infrastructures ne sont pas dimensionnées pour pouvoir accueillir ces porte-conteneurs aux dimensions spécifiques. Cela signifie donc que les pays qui n'ont pas les moyens d'investir dans le développement de leurs infrastructures se retrouvent automatiquement à la marge de la mondialisation, car les mers et les océans sont devenus des espaces de circulation stratégique, d'où l'importance fondamentale des routes maritimes, des détroits et des canaux. La maritimisation met en réseau des territoires sur toute la planète. Les océans sont donc des vecteurs de transport fondamentaux. Ces images nous montrent les principaux flux mondiaux de transport de marchandises. Ces flux continus de navires révèlent de véritables autoroutes maritimes. Les routes maritimes sont donc le pilier fondamental et indispensable au fonctionnement de l'économie mondiale. Alors, comment expliquer cette domination de la voie maritime sur le transport de marchandises alors qu'il ne s'agit pas du mode de transport le plus rapide? Si on prend un exemple, pour relier la Chine à la Belgique, il faut entre 30 et 40 jours en cargo, mais une vingtaine de jours en train et 1 jour seulement en avion. En fait, si le transport maritime est aujourd'hui privilégié, c'est parce qu'il est tout d'abord très facile de circuler sur les mers. Le principe de libre circulation sur les mers et les océans est un principe ancien. Ce principe est renforcé par le faible nombre d'obstacles rencontrés en mer, à la différence du relief pour les routes terrestres et l'absence d'infrastructures nécessaires à la navigation. Aujourd'hui, c'est ainsi plus d'1 million de porte-conteneurs qui sillonnent les
les autoroutes de la mer. Mais la carte des principales routes maritimes révèle de profondes inégalités. Certaines zones, certains espaces dominent ce trafic maritime. Les routes maritimes actuelles les plus importantes sont celles qui relient les 3 principaux pôles de commerce, ceux de la triade. Ainsi, les principales voies maritimes relient l'Amérique du Nord à l'Europe, l'Europe à l'Asie et enfin l'Asie à l'Amérique du Nord. En plus de ces routes maritimes, les détroits sont des passages stratégiques naturels qui permettent de gagner beaucoup de temps de transport car ils évitent de contourner les continents. Ce gain de temps permet d'économiser du carburant et par conséquent de diminuer les coûts de transport. 3 détroits sont particulièrement utilisés de nos jours. Le détroit de Gibraltar entre l'Espagne et le Maroc, reliant la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. Le détroit de Malacca en Asie du Sud-Est qui se situe entre l'Indonésie, la Malaisie et Singapour. Il est aujourd'hui saturé car il concentre 15 à 20% du trafic mondial. Vient ensuite le détroit d'Ormuz en Asie de l'Ouest qui se situe dans le golfe Persique entre le sultanat d'Oman et l'Iran. Il voit transiter 30% du pétrole mondial. Il est source de tensions car si l'Iran décide en cas de crise de prendre le contrôle du détroit, cela pourrait déstabiliser le commerce mondial. Ajoutons à ces détroits l'existence de canaux, principalement 2 canaux, construits par les hommes pour éviter de contourner des continents. Tout d'abord, le canal de Suez en Égypte, reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée. Il permet de relier la Chine à la France en 40 jours au lieu de 50 par la longue route qui contourne l'Afrique, soit un gain de temps et d'argent considérable. Long de 190 km, il accueille plus de 8% du trafic mondial. Ensuite, le canal de Panama, fréquenté par plus de 14 000 navires chaque année. Il permet le passage entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, sans avoir à contourner l'Amérique du Sud par le dangereux Cap Horn. Il permet d'économiser plus de 12 000 km de trajet. Il voit transiter 5% du commerce mondial et génère 1 milliard de dollars de recettes pour le Panama. À ces chantiers pharaoniques pour créer des voies de contournement s'ajoute l'ouverture naturelle de nouvelles routes maritimes au pôle Nord. Avec le réchauffement climatique, la surface de la banquise, durant les mois d'été, a considérablement réduit en l'espace de 40 ans, ouvrant de nouvelles voies appelées les routes de l'Arctique. La plus spectaculaire est la route transpolaire qui passe par le pôle Nord. On le voit, le développement du trafic maritime est intimement lié aux problèmes environnementaux. Alors penchons-nous maintenant sur l'impact environnemental de la maritimisation. La pollution liée au commerce maritime prend plusieurs formes. Celle des émissions de CO2 d'abord. Aujourd'hui, la maritimisation représente 3% des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Si la navigation était un pays, il serait le 6e plus grand émetteur de CO2. De plus, en naviguant, les navires de transport dégagent d'importantes quantités de particules fines, à savoir d'oxyde d'azote et d'oxyde de soufre. Ce qui est ici principalement en cause est le carburant utilisé. Il s'agit du fuel lourd, l'un des plus sales au monde. Le carburant rejeté par ces navires contient 2000 fois plus de soufre que le diesel. De quoi dégager avec un seul porte-conteneur autant que 50 millions d'automobiles en une année. Cela entraîne la destruction de milieux essentiels pour la biodiversité marine et planétaire, comme les récifs coralliens ou les mangroves. Et les espèces animales menacées d'extinction sont de plus en plus nombreuses. Ensuite vient la pollution causée par les accidents de navires. Ceux que vous voyez sur la carte ont provoqué parmi les plus grandes marées noires de l'histoire. Parmi les causes de ces accidents, on trouve les difficultés de navigation, collisions entre navires, du fait de la densité du trafic ou le non-respect des normes de sécurité. Chaque année apporte son lot de naufrages, avec ces centaines de tonnes de produits plus ou moins toxiques qui terminent dans les océans. Par exemple, en avril 2019, lors du naufrage du Grande America au large des côtes françaises, 365 conteneurs sont tombés à l'eau, dont une centaine de tonnes d'acide chlorhydrique, 70 tonnes d'acide sulfurique et 2100 véhicules. Ajoutez à cela la pratique courante, bien qu'interdite, du dégazage sauvage, c'est-à-dire le rejet en mer des déchets hydrocarbures. Ces dégazages représentent 90% de la pollution des mers par les hydrocarbures. Enfin, il y a les navires qui ne sont plus utilisés et détruits, du fait de la course au gigantisme et à la productivité. Plus de 1000 navires sont démolis chaque année. La plupart sont envoyés en Inde, au Pakistan, au Bangladesh et en Chine pour être démantelés dans des conditions environnementales et sociales tout à fait déplorables. Finalement, les mers et les océans sont touchés par le dérèglement climatique résultant de l'explosion du commerce maritime et de la mondialisation. Les océans s'acidifient en absorbant davantage de CO2 et se réchauffent, ce qui bouleverse de nombreux systèmes écomarins à travers le monde. Mais la pollution dégagée par la maritimisation ne comporte pas des dangers uniquement pour l'environnement, mais impacte aussi directement et sans plus attendre les êtres humains. Voici rapidement quelques petits exemples. Il est prouvé que le rejet des particules fines augmente considérablement les risques d'attaque cardiaque. De plus, chaque année, la pollution liée au transport maritime entraînerait jusqu'à 14 millions de cas d'asthme chez les enfants et 400 000 décès prématurés. De plus, de l'acidification résulte une élévation du niveau des mers et des océans qui menace directement les populations humaines majoritairement installées sur les littoraux. Le secteur maritime participe fortement au réchauffement climatique et, au rythme actuel, pourrait représenter 17
27% des émissions de CO2 d'ici 2050. Alors, les préoccupations liées au changement climatique, à la préservation des ressources et de l'environnement pourraient remettre en cause cette circulation généralisée. Finalement, que retenir? Tout d'abord, vous devez savoir définir ce qu'est la maritimisation, connaître les principaux océans. Ensuite, expliquer ce que sont un conteneur et un porte-conteneur. Connaître et situer 3 ports d'envergure mondiale sur 3 continents différents, Shanghai, Rotterdam, Los Angeles. Connaître et situer aussi les principales routes et les principales façades maritimes, Asie de l'Est, Europe occidentale, façade Est et Ouest des États-Unis. De plus, vous devez savoir citer et situer les principaux détroits et principaux canaux. Enfin, expliquer l'impact environnemental de la maritimisation et du trafic maritime. Merci de votre écoute et beau soleil à vous!